Bonjour, bienvenue dans l'émission, la nouvelle émission intitulée « Ils en ont parlé ». Une émission où nous allons traiter des débats politiques, des débats de société qui sont à la fois d'une brûlante actualité, mais qui en même temps reviennent de manière récurrente dans le débat public, des thématiques qui sont toujours là, installées depuis des décennies. Et pour première émission, pour premier sujet, nous allons parler de la gauche, les juifs et l'antisémitisme, un sujet particulièrement présent dans le débat public depuis le début des années 2000, depuis la montée des actes antisémites suite à la seconde intifada et le constat pour beaucoup d'une lente, voire difficile dénonciation de cette montée des actes antisémites par une partie de la gauche et qui recouvre bien évidemment une nouvelle actualité depuis le 7 octobre. Les faits à rapporter seraient beaucoup trop nombreux. Je me contenterai d'un seul en préambule, mais nous reviendrons sur beaucoup d'autres éléments et d'analyse avec nos invités. Celui qui concerne la marche nationale contre l'antisémitisme le 12 novembre, où pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le leader du parti de gauche ayant rassemblé le plus grand nombre d'électeurs a choisi de ne pas appeler à cette marche. Plus encore, il a tweeté, je parle bien sûr de Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne participerait pas et que tous ceux qui iraient marcher sont des amis j'ouvre les guillemets, des amis du soutien inconditionnel au massacre. Une manière indirecte de criminaliser la lutte contre l'antisémitisme et un fait qui, quelque part, vient s'opposer à la dernière grande marche contre l'antisémitisme ayant, comme celle-ci, rassemblé plus de 100 000 personnes qui remontent aux années 90, où le président à l'époque était un président de gauche, François Mitterrand, et où il avait choisi de prendre part à cette marche, ce qui est d'ailleurs un autre fait historique, puisque c'est le seul président de l'histoire de la Ve République qui a décidé de marcher contre l'antisémitisme. Alors pour parler de ce sujet-là et donc de cette question qui est là, qui revient d'un malaise, voire d'une fracture entre la gauche et les juifs sur le sujet de l'antisémitisme, trois invités. Gérard Bensoussan, vous êtes philosophe, professeur émérite de l'Université de Strasbourg. On vous doit en dernier livre La Transaction, Penser autrement la démocratie, aux éditions PUF. Et vous venez de publier un texte dans la revue La Règle du jeu sur la nouvelle théologie politique de la substitution, mais dont nous parlerons tout à l'heure. Brigitte Stora, vous êtes docteur en psychanalyse, essayiste. On vous donne notamment le livre « Que sont mes amis devenus ? Charlie, les Juifs et tous les nôtres » aux éditions Bordelot. Et toujours aux éditions Bordelot, vous venez de publier un livre qui s'intitule « L'antisémitisme, un meurtre intime », un grand livre sur l'antisémitisme et une véritable réflexion sur lequel nous reviendrons également peut-être et sûrement d'ailleurs dans cet échange. Dominique Soupeau, vous êtes président de SOS Racisme, vous êtes par ailleurs agrégé d'économie et professeur dans un lycée parisien. Vous avez aussi, comme nos autres invités, publié plusieurs livres et le dernier était « La grande peur des belles âmes, la gauche et l'antiracisme » aux éditions Grasset. Je démarre avec vous, Gérard Bensoussan. Quel regard posez-vous et peut-on parler d'un malaise grandissant entre la gauche et les juifs depuis le 7 octobre ? Je pense que le malaise est antérieur au 7 octobre. Peut-être qu'on en refera la généalogie. Il est ancien, en fait, cette distorsion, cette non-affinité, contrairement à ce que nous avons vécu peut-être les uns et les autres, entre les juifs et les gauches, les extrêmes gauches. Moi, ce qui m'a frappé le plus après le 7 octobre, mais en même temps ça renvoie à une vieille constante de l'antisémitisme, c'est, avant même le déclenchement de la guerre à Gaza, l'absence extravagante d'empathie. Je parle dans l'expression publique, les expressions médiatiques, dans ce qu'on appelle les élites culturelles. Je ne parle pas de réactions individuelles qui ont pu être des réactions de compassion, mais dans la voie publique qu'on pouvait percevoir après le 7 octobre et avant même donc les atrocités de la guerre à Gaza, une sorte d'exacerbation de l'antisémitisme par lui-même, comme si l'acte antisémite, l'abîme appelait l'abîme, et que l'acte antisémite appelait à la multiplication des actes antisémites. C'était absolument prodigieux. Ça m'a fait penser à une figure dans une pièce de Shakespeare, la figure du marchand de Venise. C'est pas le marchand de Venise, c'est Shylock. Et je pense qu'aujourd'hui,
l'État d'Israël est perçu comme le Shylock des nations, comme Shylock était perçu à Venise, c'est-à-dire un personnage absolument détestable et détesté. La pièce a des forts relents antisémites, mais il y a un très beau monologue dans la pièce de Shakespeare où Shylock dit « Mais est-ce que moi aussi je ne souffre pas? Est-ce que si on me frappe, je n'ai pas mal? Est-ce que si on me poignarde, je ne saigne pas ?» Et je pense que Israël comme État et les communautés juives à travers le monde occidental, disons, sont aujourd'hui dans la position de Shylock. C'est ça qui m'a frappé après le 7 octobre, cette sorte de cruauté mentale extraordinaire. Mais ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est qu'au-delà de la cruauté et de l'attaque que vit Shylock ou que vivent les communautés juives et l'État d'Israël aujourd'hui dans votre parallèle, il y a aussi le fait de se sentir seul, parce que Shylock se sent très seul aussi dans la pièce de théâtre. Est-ce que Brigitte Sora, ce sentiment d'abandon dont on entend beaucoup parler, parce que même dans le débat médiatique depuis le 7 octobre, la question, et elle a raison de se poser, qui est posée sur la gauche et sa capacité à pouvoir être un véritable acteur de la lutte contre l'antisémitisme, fait que beaucoup de juifs, et beaucoup de juifs de gauche, disent plus ouvertement qu'ils se sentent seuls. Le livre que j'ai écrit précédemment portait précisément là-dessus, c'est-à-dire l'abandon, ce sentiment d'abandon, cette solitude juive qu'on a vécue pendant 15 ans. Je situe ça depuis la deuxième intifada, c'est-à-dire octobre 2000, jusqu'aux attentats de Charlie et de l'hypercacher, où là il y a quelque chose qui se rompt d'ailleurs en termes de solitude. Donc moi j'ai écrit déjà cette histoire-là, en tant que juif de gauche bien sûr, ce sentiment terrible de l'abandon, et je raconte comment j'ai eu l'impression, donc il y a longtemps déjà, d'une digue qui cédait, voilà, dont on savait, je crois, au plus profond de nous-mêmes, dont on connaissait la fragilité, pour aller vite, hein, parce que les Juifs ont quand même une vieille mémoire de la catastrophe. Donc on savait, alors qu'on avait pensé qu'on était protégé par la mémoire de la Shoah, par toutes les luttes des années 80, par le vivre ensemble, par tout ce qui était, pour des gens de ma génération, quelque chose de protecteur. Là, ça s'est effondré. Donc, pour moi, le 7 octobre, bien sûr, c'est une déflagration, hein, comme pour tous les Juifs, et j'ose espérer pour d'autres aussi. Mais c'est une réplique. Enfin, c'est pas quelque chose, pour moi, de... Les derniers masques tombent. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui sur Butler, sur les uns les autres. Enfin, c'était déjà là, ça a été déjà clairement énoncé. La diabolisation des Juifs, de l'État d'Israël, la mémoire de la Shoah omniprésente, enfin tout ça, c'était déjà quand même très très largement en place. Ça s'est accéléré, oui, depuis... il ne s'agit quand même pas de l'ensemble de la gauche, il faudrait peut-être être quand même un petit peu plus juste dans l'énoncé, mais pour l'extrême gauche, je pense que là, il y a effectivement une chute... non seulement une chute éthique, non seulement un renoncement à leur propre histoire, mais aussi un renoncement clair et net, à mon avis, au camp de l'émancipation, à travers la question de l'antisémitisme. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu l'affaire Dreyfus, où la gauche s'est sauvée elle-même en sauvant l'honneur d'un capitaine juif injustement accusé. C'est cette gauche-là qui ne renonce pas à elle-même et qui se sauve elle-même dans ses valeurs en articulant combats sociaux avec voilà, des valeurs intangibles de fraternité humaine, etc. Qui, là, je pense qu'il l'enverrait aux galères, Mélenchon et tous les autres sans problème, oui, je pense. Mais nous reviendrons aussi sur cet antisémitisme, non pas de gauche, mais à gauche, qui est né même avant l'affaire Dreyfus et qui a subi un coup d'arrêt à ce moment-là, en tout cas de la part notamment de Jaurès et de tous ceux qui ont décidé de s'engager dans le camp de Dreyfusard dans un second temps. Mais cette histoire-là est importante aujourd'hui, non pas il faut toujours se méfier des comparaisons historiques, mais comme beaucoup parlent aujourd'hui de l'affaire Dreyfus et de l'histoire de l'antisémitisme à gauche, nous pourrons y revenir un peu plus tard. Mais d'abord, Dominique Sopo, sur cette question-là, alors bien sûr, les termes ont été d'abord posés
de manière un peu grossière, mais parce que j'attends surtout vos éclairages sur la gauche. Bien évidemment, on parle d'une part de la gauche qui a été dans la compromission à l'égard sur le sujet de la lutte contre l'antisémitisme dans ces derniers mois. Comment vous entendez cette question de solitude exprimée par des juifs de gauche, au point même d'ailleurs de créer de nouveaux collectifs de juifs de gauche? Et est-ce que vous considérez qu'il y a tout de même une part à mettre en question sur cette tentation, malgré tout, de trop s'époumoner à exprimer une forme de solitude qui pourrait aussi participer à un isolement? Alors, d'abord, on pourrait dire qu'effectivement, pour revenir sur la question de la gauche, c'est que la gauche, ça n'est pas un bloc indistinct. Je me considère comme une personne de gauche. SOS Racisme est très largement vu comme une organisation de gauche. Ses membres sont en général des personnes de gauche et, me semble-t-il, nous n'avons, en ce qui nous concerne, jamais dévié sur la ligne du refus de l'antisémitisme dans une alliance avec la lutte contre toutes les formes de racisme qui peuvent exister dans la société. Et donc, la gauche ne se réduit pas à celles et ceux qui, ces dernières années, et vous l'avez rappelé au début de cette émission, ont eu des propos absolument stupéfiants. Gérard Bensoussan rappelait la question de l'absence d'empathie, qui, moi, m'a effectivement beaucoup marqué, parce que on peut être très critique vis-à-vis de l'action du gouvernement Netanyahou en Israël, et d'ailleurs je le suis moi-même, parce que je trouve que son action est scandaleuse, mais ce qui est très spectaculaire, c'est la façon dont il y a même un refus, et là, précisément, chez Jean-Luc Mélenchon, d'exprimer la moindre empathie. Là, c'est vraiment quelque chose qui est assez stupéfiant, parce qu'il y a ce que l'on pense du conflit, de ce qu'il y a à en dire, mais il y a ici, en France, et nul ne peut l'ignorer, des personnes qui se vivent comme juives, qui sont profondément déstabilisées, pour plein de raisons historiques, par ce qui s'est passé le 7 octobre, et aussi pour des raisons familiales, d'ailleurs, de proximité. Et un responsable politique qui n'est pas capable d'exprimer une empathie, mais qui va ergoter sur est-ce que c'est du terrorisme, pas du terrorisme, et essayer de faire un débat de droit international au moment où les gens ont besoin d'entendre une parole d'empathie, là, effectivement, il y a une forme de défaillance qui n'est pas inédite dans l'histoire de la gauche. Ça a été dit, on pourrait même d'ailleurs penser à la façon dont le camp communiste s'est aussi parfois roulé dans le fait de relayer les campagnes antisionistes de Staline à partir de 1948. Bon, donc ça n'est pas inédit, mais ce qui est problématique particulièrement, c'est que c'est celui qui apparaît comme étant la gauche au regard des résultats de l'élection présidentielle, qui donc pour les gens c'est la gauche, qui tient cette position de façon, encore une fois, très malaisante et qui peut aussi contribuer d'ailleurs à donner une perception déformée de ce qui peut exister à gauche en matière de lutte contre l'antisémitisme. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est un miroir déformant de ce que pourrait être la gauche pour beaucoup de personnes qui, du coup, viendraient parler de points de non-retour. Est-ce que, puisque vous faisiez référence aux années 50 et au procès Slansky, au complot des blouses blanches, à ce moment-là où le mot sionisme est venu remplacer le mot juif dans les campagnes antisémites orchestrées par un régime, c'est un peu plus tard, dans les années 70, que par contre l'antisionisme variante antisémite s'est véritablement internationalisé et où quelque part on a pu entendre aussi, puisqu'on parle beaucoup de ce qui se déroule dans les campus américains, campus français, c'était déjà aussi dans ce temps-là où il y avait beaucoup de propos antisionistes à variante antisémite. Mais on avait l'impression que cette question de les juifs et la gauche, alliance impossible telle que c'est posée aujourd'hui, ne s'est pas du tout posée dans ces années-là. Et, alors j'en appelle aussi à vos souvenirs personnels, mais est-ce que c'est parce qu'il y avait un déni à ce moment-là de ce qu'était l'antisémitisme ?
Alors, il faut peut-être replacer nos questionnements dans une sorte de profondeur de champ qui fait assez rapidement apparaître qu'il n'y a pas, ce qu'on a cru dans nos années militantes, un lien consubstantiel entre la lutte contre l'antisémitisme, la défense des Juifs, et idéologiquement, théoriquement, philosophiquement, l'histoire de la gauche, alors disons de la gauche socialiste, marxiste, libertaire. C'est très simple. Quand on regarde un texte de Marx, donc je vais tout de suite au plus haut, je ne passe pas par Proudhon, les exterminationnistes, enfin, l'antisémitisme grouillant dans le mouvement socialiste français tout au long du XIXe siècle. Si on prend le texte de Marx, qui n'est pas un texte sur la question juive, enfin je ne vais pas faire l'histoire du texte, mais en 2 mots, qu'est-ce que dit Marx? Il dit, pour accéder à leur propre émancipation, les Juifs doivent commencer par s'émanciper de leur judaïsme, dit-il. On peut se demander ce qu'il entend par là. Il explique que pour s'émanciper de leur propre judaïsme, les Juifs il faudrait en quelque sorte que la société tout entière s'émancipe de son judaïsme. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme de la société? C'est ce qu'il appelle le trafic, le culte de l'argent. C'est le capitalisme. L'antisémitisme a continuellement fonctionné comme une sorte de fétichisation du capital et du capitalisme. Et ça, ça a un efficace en profondeur. Vous parliez de Jaurès. Effectivement, Jaurès, c'est la figure qui s'est opposé à Guesde, qui a défendu le capitaine Dreyfus, etc., etc. Mais il y a des textes de Jaurès qui fait un voyage en Algérie. Donc je me suis senti interpellé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je constate partout dans les masses européennes, essentiellement, algériennes, chez les ouvriers agricoles, etc., beaucoup d'antisémitisme, mais cet antisémitisme n'est rien d'autre que le ferment d'un vrai mouvement révolutionnaire. Vous voyez, donc lui-même établit le mot de Bebel, très connu, l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles. On retient souvent cette idée l'idée que les antisémites sont des imbéciles. Mais Bebel, comme d'autres dirigeants de la social-démocratie allemande, établit un lien toujours le même entre l'antisémitisme, c'est un socialisme distordu, des imbéciles, etc. Mais c'est une forme de socialisme. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut entendre, et c'est ça qui connaît une réviviscence spectaculaire. Parce que quand on connaît un petit peu les syntagmes politiques et théoriques qui les animent, on retrouve ça dans la France insoumise de façon évidente. Non, non, parce que je pense que c'est un peu... oui, la gauche renouée avec ses anciens démons qui se sont déjà exprimés ici et là dans l'histoire. Je crois que... Bon, je l'explique un peu dans mon livre au début. Il y a un seul antisémitisme, il faut arrêter. Il vient de l'antijudaïsme ancestral et il prétend que le monde ira mieux avec l'abolition du judaïsme et il se fonde sur un grand nom, NOM, coupable à abolir. C'est ça l'histoire de l'antisémitisme. Et personne n'a échappé. Qui se reconvertit à gauche, on peut le montrer facilement. Bien sûr, mais la gauche, pas plus que d'autres, n'ont pas échappé à cet imaginaire commun, ça c'est certain, qui plaçait les Juifs du côté de la domination, de la grande menace, etc. Sauf que c'est à gauche qu'on a pensé quand même l'égalité et l'émancipation des Juifs. Ça, ce sont des faits historiques indéniables. C'est à gauche, si on peut dire, qu'il y a eu quand même la Révolution française et les droits et la citoyenneté. C'est à gauche qu'on s'est battu pour Dreyfus, majoritairement, même si Simon Epstein a raison de rappeler qu'il y avait des choses plus compliquées, plus contradictoires dans l'histoire, comme toujours. C'est aussi à gauche qu'il y a eu la résistance. Bon, tout ça n'est pas... Comment ? D'où peut-être aussi l'attente très forte sur la gauche. D'où l'attente et la déception, bien entendu. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu une histoire sans nuages, ça, on le sait. Bon, vous reparliez du livre de Marx, c'est un livre évidemment indéfendable sur la question juive, parce qu'il répond à Breuer. Bon, bref, pour défendre quand même l'égalité des droits des Juifs, mais c'est bourré d'horreurs antisémites qu'on ne peut pas défendre. Mais ceci dit, le marxisme, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Ce qui raconte, les idioties que raconte le jeune Marx sont
contredite, remise en question par toute son œuvre postérieure, notamment ce qu'il écrit avec Engels, qui lui est quand même très clair sur la question. Moi je considère Marx comme un immense penseur, que ce soit bien clair. Je considère aussi Heidegger comme un immense penseur. Ça n'empêche pas qu'il y a ce que moi j'avais appelé il y a longtemps des miettes antisémites, pas seulement dans la question juive. Il faut lire les horreurs qui émaillent la correspondance de Marx, où il traite Lassalle de judéo-nègre, etc. Des choses abominables, qui sont des choses que j'avais appelées à l'époque des miettes antisémites, et même des miettes racistes, tout simplement. Dans la question juive, l'intérêt de ce texte, c'est qu'il thématise et il lègue à la postérité marxiste, marxienne de gauche, un certain nombre d'idéologèmes antisémites. Ça me paraît qui sont contestables. Je pense que ce qui est important dans les traditions politiques, c'est de regarder non pas simplement ce que sont les miasmes de racisme, d'antisémitisme, de sexisme, d'homophobie que l'on va trouver chez des très grands auteurs au XIXe siècle, qui sont pris aussi dans des idéologies dans une époque très coloniale, où il y a une forme d'évidence qui n'est pas vraiment interrogée. La question, c'est est-ce qu'il y a un effort pour s'en extraire ? Je pense que c'est ça la question. Est-ce que, parce que ça, j'allais dire, on peut le trouver au XIXe siècle, à plein d'autres époques, est-ce qu'il y a un effort pour s'en extraire ? Et on peut dire que la gauche, en tout cas que de grandes fractions de la gauche, et on rappelait Jaurès, ont fait des efforts pour s'en extraire et pour construire quelque chose qui leur semblait en cohérence avec un idéal qui était un idéal d'émancipation qui ne pouvait pas se marier avec l'antisémitisme, qui est évidemment un frein à l'émancipation, non seulement pour les juifs, évidemment, si on peut dire, mais pour l'ensemble de la société, parce que de fait, l'antisémitisme est un blocage général pour l'émancipation, on pourrait dire, du genre humain, d'une certaine façon, et ce qui était rappelé sur les mécanismes du capitalisme, ou lutter contre le capitalisme, on ne lutte pas contre le capitalisme en tapant les juifs, puisque là, on est sur une figure du bouc émissaire à travers cette figure métaphorisée de ce que serait l'esprit du capitalisme. Bon, donc l'émancipation, elle passe par la lutte contre ces phénomènes. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, aussi insister sur les efforts qui ont été faits par la gauche dans l'histoire pour s'extraire, j'allais dire, de cela. En tout cas, de partie de la gauche, parce qu'encore une fois, l'histoire est restée complexe de façon continue jusqu'à nos jours. Le deuxième élément, c'est que, on parlait de la France insoumise, Alexis Corbière, un des leaders de la France insoumise, aujourd'hui manifestement en froid avec son principal dirigeant, disait qu'il y avait quelque chose dans la France insoumise qui était singulier. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un parti majeur de la gauche se crée sans qu'il y ait de juifs, j'allais dire, autour de la table, qu'il y a une histoire qui est un peu rompue de ce point de vue-là, et qu'en fait, quand on n'est pas dans la pièce, les vieux démons ils peuvent revenir très vite, ou l'insensibilité peut revenir très très rapidement, on peut s'exprimer très rapidement, puisque vous n'êtes pas dans la pièce. Mais il y a vraiment cette question aussi de comment il y a la construction aussi d'une pensée de la relation à la gauche dans les groupes militants ou dans des structures organisées. Et je le vois moi par rapport à la question de l'antiracisme. Et je vais donner une phrase qui m'avait stupéfait. C'était au moment des meurtres, l'école aux Aratora. Nous avons, à SOS Racisme, organisé une manifestation à Paris. Je crois que vous y étiez peut-être. Que d'autres ici y étaient. Et un dirigeant d'un groupe, on va dire, organisé de la communauté juive, je n'irai pas plus loin, refuse de venir à cette manifestation et d'engager, le groupe qu'il représente. Alors, il ne me le dit pas directement à moi, mais il dit à la personne qui est son interlocuteur, mais pourquoi c'est SOS Racisme qui ferait cette manifestation ? Ce ne sont pas des victimes antiracistes, ce sont des victimes juives. Et là, je dois dire que ça m'avait stupéfait, comme s'il y avait une forme d'incapacité à penser la question de fait des alliances
la question de comment on est dans un combat commun. Parce que dans les combats contre les logiques de haine, que ce soit les logiques de l'antisémitisme ou les logiques du racisme, on pourrait singulariser en disant qu'il y a évidemment des histoires qui sont différentes et des dynamiques qui peuvent être différentes, notamment dans le rapport à la paranoïa qu'on va trouver très fortement sur la question de l'antisémitisme, puisque le juif, c'est aussi celui qu'on n'arrive pas à repérer. Mais il y a quand même une difficulté qui m'a semblé s'exprimer dans le fait de penser la question de la relation, la question du front commun, et que l'on voit aujourd'hui très fortement, en général, dans les dynamiques de l'antiracisme, où effectivement, il va y avoir une difficulté à penser ensemble la question de la lutte qui ont pour moi en commun la question de lutte émancipatrice, au sens où je l'exprimais au point de départ. Oui, c'est-à-dire que lors de cette marche, en 2012, j'étais président de l'UEJF à l'époque, donc j'étais aussi bien placé pour vivre et ressentir ce dont vous parlez, qui était une marche organisée donc par SOS Racisme, l'UEJF, mais également la LICRA, le MRAP, tous ensemble. Le fait que la question se posait pour des organisations juives de se dire mais pourquoi c'est l'antiracisme qui organise cette marche, ou en tout cas les grandes organisations antiracistes qui organisent cette marche, et pouvait paraître surprenante parce que ce n'est pas comme si c'était nouveau. Elle avait toujours fait jusque-là. Donc la question est apparue avant même une réalité, et elle a même anticipé une réalité qui fait que depuis, de nombreuses marches contre l'antisémitisme sont plutôt organisées par des organisations juives, ou, pour parler de la dernière, carrément par les deux chambres, l'Assemblée et le Sénat, ce qui est aussi un fait totalement nouveau et qu'il faudrait interroger. Mais je reviens sur ce que vous disiez sur ils sont dans la pièce, en parlant des Juifs dans les mouvements à la gauche de la gauche. Et je reviens donc aux années 70, vraiment, parce que là, les Juifs étaient dans la pièce. Et est-ce que c'était parce qu'ils étaient dans la pièce qu'on peut dire que l'antisémitisme à gauche, à ce moment-là, s'exprimait en sourdine, ou est-ce qu'au contraire, ils étaient dans la pièce, mais ils ne voulaient pas voir ce qui était en train de se refabriquer, de se remettre en place? C'est une toute autre époque, sous cet aspect. Je vais essayer de dire, peut-être en me référant aussi à mes propres souvenirs militants. Alors d'abord, je reviens sur ce que j'indiquais, sur cette durée transhistorique, cette longue durée du copinage, disons, de la complicité, je ne sais pas comment, entre les pensées de gauche, qui sont très diverses entre elles, vous avez raison de dire que c'est certainement pas un bloc, et des variétés différentes d'anti-judaïsme, d'origine. Les Juifs, pour la gauche populaire, antisémite dont parle Jaurès, les Juifs, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois la matrice du religieux, donc il y a une sorte de voltairianisme athée qui s'en prend aux Juifs, et en même temps, ce que je disais tout à l'heure, le capital fétichisé. Et cette longue durée, vous le disiez aussi, il y a aussi cet épisode de 70 ans de l'Union soviétique. Il faut aussi, ça fait partie de l'héritage de ce dont nous sommes en train de parler, de ce rapport entre, alors en l'occurrence la gauche communiste et les Juifs. Donc ça fait beaucoup. C'est pas simplement, je pense pas que ce soit simplement des détails, si je puis dire, ou des choses marginales. C'est vraiment central. Dans les années 70. Au fond, l'injonction jeune marxienne de l'émancipation du judaïsme par les Juifs eux-mêmes était devenue une norme intériorisée. C'est-à-dire que moi, ça paraît très extravagant aujourd'hui, pendant des années et des années, j'ai milité d'abord dans des courants maoïstes, ensuite pendant très longtemps au Parti communiste, sans que le mot juif ne soit jamais prononcé, ni par moi, ni par mes camarades. C'était une affaire entendue, mais ça aurait paru complètement déplacé. Alors que la période dont je parle, c'est aussi la période de la guerre des 6 jours, c'est aussi où tout mai 68. C'était un mot, j'allais dire interdit, ce serait trop fort. C'est-à-dire que c'était pas sous contrainte qu'on taisait ces origines juives. Ça faisait partie d'un engagement internationaliste. Il n'était pas question de s'arrêter sur une particularité nationale, ethnique, égoïste, etc. C'était l'engagement dans un grand mouvement prolétarien mondial par où les spécificités
juifs en l'occurrence, devait être effacée. Et elle l'était avec une terrible bonne conscience. Donc, je ne sais plus très bien moi-même, il faudrait que je fasse un effort de mémoire pour savoir à quel moment cette chose-là a basculé et où on a pu dire, on a pu parler, on a pu dire oui, je suis juif, poser la question explicitement la question du rapport entre être juif et être de gauche, ou même être révolutionnaire. Peut-être qu'il y a eu un moment où les juifs de gauche, il faudrait être un peu plus précis, mais je maintiens le flou de souvenirs, les juifs de gauche ont éprouvé le besoin au fond, de se ressourcer eux-mêmes à ce qui, dans l'histoire du judaïsme, préfigurait des pensées d'émancipation, c'est-à-dire le prophétisme juif, c'est-à-dire le messianisme juif sécularisé dans l'idée de révolution, c'est-à-dire l'attachement presque viscéral à un certain idéal de justice. Il y a 2 vers de Racine. Racine, c'est loin, hein, où il fait, je ne sais plus si c'est dans Esther ou Attali, où il dit « Je vois que l'injustice en secret vous irrite, que vous avez encore un cœur israélite. » Donc c'est très ancien. Il y a donc quelque chose là qui se... Et il y a eu un moment, mais il faudrait archiver, dater, où les Juifs eux-mêmes ont éprouvé le besoin de trouver dans leur propre tradition, que le plus souvent ils ignoraient d'ailleurs, quelque chose qui pouvait les rattacher au grand mouvement d'émancipation. Sans pour autant que ce soit lié à la question de l'antisémitisme ou à sa manière de s'exprimer au sein de... Je ne sais pas, ça il faudrait revenir. Peut-être que c'est aussi lié, parce que c'est pas parce que dans les années 60 ou 70, le syntagme juif était absent, que l'antisémitisme était pour autant absent. Moi, je me souviens que quand j'étais lycéen, j'avais 17 ans, je faisais le dimanche matin ma tournée de l'UMA dimanche. Donc c'était très intéressant parce que c'était des ouvriers communistes qui nous faisaient rentrer, servaient l'apéro, etc. Et immédiatement, très vite, les propos contre les bougnoules ou contre les youpins venaient naturellement. Et on s'abstenait une sorte de crispation. C'est-à-dire, si on était juif ou arabe, c'était pareil. On s'abstenait parce qu'il fallait être près des masses. Enfin, il y avait tout un discours communiste de l'époque. Donc voilà. On sait très bien que dans les années 68, 70, bon, il y avait plein de juifs à l'extrême gauche. Vous vous souvenez de la fameuse blague, pourquoi on ne parle pas yiddish au bureau politique de la Ligue, parce que c'est Ben Saïd et séfarades. Bon, tout le monde finalement acceptait cette espèce d'auto-effacement au nom d'un universel, mais à la limite c'était valable pour beaucoup de monde en fait. C'était valable un peu pour tout le monde. Moi, qui ai eu 20 ans en 80, c'était déjà plus cette histoire. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais comme livre de chevet Angela Davis, mais aussi Pierre Goldman, Souvenir obscur d'un juif polonais né en France. Évidemment, la fiche rouge au-dessus de mon lit, il fallait bien que... donc, il y avait une possibilité, avec tout ce qui s'était passé comme revendication identitaire, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on sortait des placards. C'était ça aussi l'histoire. On était toujours du point de vue de l'émancipation, la fraternité, la sororité, etc. Mais on avait une parole qu'il fallait enfin entendre, notamment la parole féministe, la parole antiraciste, etc. Tout le monde sortait un petit peu du placard. C'était le début des luttes contre l'homophobie, avec toujours ce passage de la honte à la fierté, la Gay Pride, et ça c'était valable un petit peu pour tout le monde. Là où on fait le constat quand même, on est nombreux à faire le constat dans les années 2000, c'est toutes ces identités qui d'ailleurs parfois s'expriment aujourd'hui dans une certaine outrance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la parole concernée qui... pourtant à juste titre, bon. Mais pour les juifs, ça ne marche pas. C'est-à-dire la parole concernée, les premières victimes d'une oppression sont plus à même d'en parler. Moi, je trouve ça parfaitement légitime, qu'il s'agisse des femmes, des personnes racisées, tout ce qu'on veut. Mais pour les juifs, ça ne marche pas. Au contraire, il s'agit d'une parole suspecte, coupable, parce que le premier concerné. Donc là, on est quand même dans une remise en exception, si j'ose dire, qui nous rappelle de très mauvais souvenirs.
Et c'est là que c'est intéressant de voir les petits groupes de jeunes, notamment les Golem, JJR, Orage, etc., qui, à partir du combat commun, toujours, contre le racisme, pour la justice sociale, etc., c'est à gauche d'ailleurs que ça se passe toujours, revendiquent aussi une parole juive, revendiquent aussi une parole spécifique sur l'antisémitisme à partir de leur... Et ça, c'est peut-être très intéressant parce qu'effectivement, ils ont fini de se gommer. Ils n'acceptent plus cette chose qui, d'ailleurs, a disparu pour tous les autres, sauf pour les Juifs. Ce qui s'est opéré, c'est que ce que Badiou lui-même appelle le non glorieux, je cite de mémoire, je ne veux pas, c'est-à-dire le non glorieux des grands juifs de gauche. Il donne des noms, Spinoza, Marx, Freud. Eh bien, ce non glorieux a dépéri, et il explique en particulier en reprenant quelque chose de Paul, donc de l'apôtre Paul, c'est-à-dire de tout ce que j'ai pu écrire sur la théologie de la substitution, etc. Et il dit, désormais, donc ce nom glorieux, c'est le nom de juif. Ça, ce qui renvoie à tout ce que nous savons, l'implication souvent massive dans certaines conjonctures historiques, autour de la révolution bolchevique, etc., des juifs. Mais, dit-il, désormais, exactement comme dit Paul avec le vieux judaïsme relayé par le nouvel Israël, le nouveau peuple élu, c'est-à-dire la communauté en Christ, désormais, et là je le cite, le nom des Palestiniens, je cite, là je mets des Palestiniens, est le nom des vrais Juifs. Donc il y a là un effet de substitution. Le nom glorieux est désormais caduc, et ce nom est porté en quelque sorte par toutes les luttes contemporaines contre l'oppression. Contre l'oppression par les Juifs, c'est encore mieux, bien sûr. Donc il y a ce mouvement-là, c'est un mouvement de basculement, de substitution qui est très, très, très remarquable. Très remarquable. Moi, et qui permet peut-être d'articuler quelque chose de l'ancien temps dont on parlait, où effectivement, au fond, s'engager à l'extrême gauche, dans les extrêmes gauches, c'est pour un jeune juif qui avait 20 ans en 1968, ça allait de soi pratiquement. Comment imaginer un quelconque militantisme dans une droite qui s'était déconsidérée avec le PT? C'était même pas pensable. Et la période que Brigitte Stora vient de décrire, où effectivement tout peut se dire dans sa spécificité, et même doit se dire dans sa spécificité, sauf juif. Ah mais je pense que Badiou exprime à merveille cette bizarre contradiction. Il parle d'un non en excès. Il faut quand même le rappeler, dans une civilisation, une culture, une religion qui s'est fondée sur l'adoration d'un juif mort et qui a du mal avec les juifs vivants. C'est une réalité. C'est une réalité, je crois, à laquelle, à un moment donné, il faut se confronter avec tout ce que ça veut dire, parce qu'il y a ce vertige de la pérennité de l'antisémitisme, précisément, que peut-être d'ailleurs les adeptes du nouvel antisémitisme souhaitent s'épargner, je crois. Mais pour en revenir à Badiou, par exemple, il parle d'un non en excès sur les autres, mais il ne le fait pas au nom d'un universel et général, puisque par ailleurs il va défendre tous les particularismes ou nationalismes les plus pointus et les plus échevelés pour les autres. C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le vieux stalinien qui l'est encore, puisqu'il n'est même pas revenu sur ses errances avec Pol Pot, etc. Il a encore écrit des choses hallucinantes. Donc pour lui, l'universel, c'est l'anonymat. L'anonymat, c'est unanime. Ça vient de Saint Paul. Voilà, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, exactement. Ni maître, ni esclave. Etc. Mais en réalité, la période a changé. Donc il soutient les décoloniaux, les Boutelja, tout ce qu'on veut. Mais il réserve aux non-juifs, en fait, l'exclusivité d'un universalisme que pourtant il récuse. On est dans la folie. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, Boutelja, par exemple, dit, dans son livre « Les Juifs, les Blancs et nous », je ne suis pas une féministe blanche comme les autres. Et tout. Mon corps ne m'appartient pas, j'appartiens
à ma famille, mon clan, ma race, l'islam, etc. Bien. Et c'est au nom de cette appartenance revendiquée qu'elle demande aux Juifs précisément de s'en défaire. Ouais. Que surtout ils n'appartiennent pas à leur race. Donc il y a là quand même une... C'est-à-dire que c'est y compris à partir d'une pensée de l'émancipation qui prend en compte la singularité humaine comme condition de l'universel que l'on peut raisonnablement dénoncer cette mise en exception qui nous rappelle autre chose. Bien sûr. Dominique Sopo. Oui, parce que justement, Brigitte Stora parlait de la question de l'émancipation. C'est vrai que dans toute une série de pensées, on a cité Badiou, il y a quelque chose où l'émancipation passerait par la remise en cause du juif ou de la figure du juif. Et là, c'est effectivement très interrogeant, parce qu'on est précisément, et on revient à cette forme fétichisée du juif, finalement, qui serait une forme d'incarnation de ce qu'il faut éradiquer, effacer, gommer, je sais pas, pour que l'émancipation puisse advenir. Et là, on est vraiment sur des pensées qui, évidemment, vont se contredire elles-mêmes parce qu'elles sont obligées de créer un exceptionnalisme juif pour expliquer cette différence de traitement, et qui sont des pensées, on pourrait dire, de la saloperie. Bien sûr. En fait, parce qu'il y a quelque Très chose bon résumé. où, en fait, on est dans une contradiction logique, mais qui va jouer sur une forme de partage, on va dire sensible, de les Juifs sont à part. Et là, on joue vraiment sur... parce qu'en rationalité, ça ne marche pas. Hein. Et d'ailleurs, souvent, dans les pensées de la saloperie, ça ne marche pas en rationalité. On est obligé de convoquer quelque chose du sensible, du non-dit, pour que ça fonctionne. Parce que dans un autre cas, on verrait, mais en fait, c'est marrant, là, il y a un carré qu'on veut faire entrer dans un rond. Et pour que cela ne se voit pas ou ne semble pas étrange, il faut s'adresser à quelque chose qui va puiser très profondément dans l'histoire ou dans notre psyché, je ne sais pas, pour que cela fonctionne. Hein. Et là, on est vraiment, je veux dire en tant que personne de gauche, dans une trahison de ce que peut être le rôle de l'intellectuel ou le rôle du politique, qui consiste non pas à aller puiser dans les pensées les plus régressives, mais qui, au contraire, essaye d'élever et justement de faire en sorte que l'on s'extrait de ces pensées. Ce qu'a fait Jaurès, d'ailleurs, dans l'affaire Dreyfus. On ne va pas rester à ce niveau où, bon, le capitaine Dreyfus, bon, déjà c'est un militaire, bon, quand on est de gauche à l'époque, c'est quand même ceux qui tirent sur la foule, et c'est un juif, et donc c'est une figure du l'usurier, du capitaliste, de tout ce que l'on veut, et où justement il dit non, en fait, il faut s'élever au-dessus de cela. Et quand je vois des personnages comme Badiou, finalement, il n'aide pas derrière sa logorrhée les gens à s'élever. Il dit d'une certaine façon, mais de façon, j'allais dire, beaucoup plus académique, roulez-vous dans la boue. En fait, quand on est un penseur, on ne dit pas aux gens de se rouler dans la boue. Et quand on est un responsable politique, non plus. Non plus. Et donc, je voudrais revenir maintenant concrètement sur non pas la liste des propos évoqués par Jean-Luc Mélenchon qui pose problème, voire même qui ravive un antisémitisme, d'ailleurs même ou un antijudaïsme ancestral, puisque même l'accusation de déicide a fait partie des propos qu'il a pu tenir et donner une nouvelle actualité. Donc il est remonté très loin. Est-ce qu'il y a tout de même, je dirais pas un espoir, je ne sais pas quel est le bon mot, mais quelque chose qui permettrait de se dire que ce que la gauche peut contre l'antisémitisme, elle le peut aussi au sein de ces franges les plus touchées par ce retour d'un antisémitisme. D'abord, quand on est militant, on pense que l'on peut faire progresser les choses, sinon il ne faut pas militer. C'est clair. Bon. Donc le pire n'est jamais sûr pour un militant, puisqu'il pense que son action sert à quelque chose. Sinon, c'est qu'il trompe le monde autour de lui en disant « agissez avec moi ». Bon, donc évidemment que je pense qu'il y a matière à agir, à réagir, à reconfigurer parfois les choses, à faire en sorte qu'il y ait des paroles d'exigence qui émergent davantage et que les
positionnements qui ont été ceux que l'on a pu voir, notamment après le 7 octobre, mais qui effectivement été antérieurs au 7 octobre, notamment chez Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas toute la France insoumise, il faut quand même aussi le dire, parce que même quand on regarde ce que sont les électorats, ce que sont le partage des préjugés dans les électorats, il y a quand même une singularité sur l'antisémitisme. C'est quand même très clairement l'extrême droite, l'électorat d'extrême droite, qui se singularise par l'adhésion aux préjugés antisémites. Bon, mais quoi qu'il en soit, mais malgré tout, il faut quand même préciser que dans l'électorat de LFI, il y a une progression des préjugés sur les juifs et l'argent. Oui, c'est plus élevé que dans le reste de la gauche. Que dans le reste de la gauche, et plus élevé que ça l'était par le passé, avec un paradoxe qu'on ne retrouve pas à l'extrême droite. En effet, il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas à l'extrême droite, mais avec un paradoxe qui est aussi que c'est parmi les électeurs de LFI qu'il y a la plus grande volonté de lutter contre l'antisémitisme dans les propos, mais tout en véhiculant et de plus en plus intensément le préjugé juif-argent. Mais parce qu'en réalité, la question des préjugés, c'est que souvent on ne repère pas qu'on les porte. Aussi, c'est pas si évident que ça. Surtout lorsque vous avez des leaders politiques qui ne vous aident pas à y voir clair. Parce que les choses ne sont pas toujours si claires que ça dans la tête des gens. C'est pas comme si il y en a qui sont parfaitement conscients, parce qu'il y a aussi des capacités intellectuelles, des capacités politiques, des gens qui passent leur journée à réfléchir sur ces sujets. Après, j'allais dire, les choses ne sont pas toujours, encore une fois, aussi claires que cela. Et les gens peuvent penser parfois qu'ils luttent contre l'antisémitisme dans le même temps où, pourtant, ils écoutent des leaders qui, manifestement, ont des paroles qui sont des paroles poisseuses. Et quand je dis des paroles poisseuses, ce n'est pas simplement dans ce qui est dit, parce que ce qui est parfois poisseux, c'est la non-parole. C'est ce qui n'est pas dit. Et je reviens au point de départ sur ce que je disais, on peut être extrêmement critique sur ce qui se passe contre les populations civiles gazaouis et les condamner avec la plus grande force. Par contre, ne pas dire, ne jamais dire, ne jamais exprimer quelque chose de l'empathie avec une partie de la population qui est profondément déstabilisée, qui est par ce qui se passe en Israël et par la résurgence, Gérard Bensoussan le disait au point de départ, de l'antisémitisme. Enfin, il y a comme une explosion d'actes antisémites, comme si le 7 octobre autorisait finalement à des passages à l'acte, alors qu'il y a été beaucoup des passages à l'acte par la parole, beaucoup plus que par des agressions physiques, heureusement, mais on sait bien que lorsque la parole elle s'ouvre, si on n'est pas extrêmement ferme, et là c'est le rôle du politique, si on n'est pas extrêmement ferme, ça peut finir par des passages à l'acte, tout en sachant que les paroles sont déjà en soi des agressions qui peuvent être terrifiantes. Bon, et là il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas clarifié, qui n'est pas asséné par Jean-Luc Mélenchon en l'espèce, puisqu'on parlait de lui, et par toute une série de leaders au sein de la France, ou d'élus au sein de la France insoumise, ou dans d'autres fractions de la gauche. Et là, la question de la non-parole, elle me semble quand même assez importante, parce qu'il faut aussi interroger la non-parole. Mais ça me fait rire, cette histoire, par exemple, de la Shoah a pris toute la place. Elle nous a dépouillés. Elle vient masquer, occulter la juste lutte des vrais damnés de la terre, etc. Mais c'est l'argument de Staline en 1947, au moment du livre noir. Il n'y a pas une mémoire de la Shoah qui vient excéder quoi que ce soit en 1947, on est d'accord. Mais une fois que le malheur juif ne lui sert plus à rien, il va tuer, comme on le sait, tous les membres du comité antifasciste juif qui ont fait le livre noir, qui était le compte-rendu, les témoignages sur les exactions, sur les meurtres commis par les Einsatzgruppen, donc dans les territoires que l'Armée rouge va reconquérir. Bref, au début, il y a des consignes de Molotov où ils disent « vous enlevez le nom juif, vous le gommez, vous mettez paisible citoyen soviétique ». Bon, ok, hein, ils n'ont pas envie de finir au goulag, donc ils enlèvent ça. Et puis au fur et à mesure, on va interdire ce livre noir, et y compris fondre les plombs en imprimerie. Bref, il s'agit, et l'argument c'est ça, si vous mettez la lumière sur le malheur juif, ça va occulter les autres. Vous savez très bien que dans l'histoire ça ne marche pas comme ça, c'est l'inverse qui se passe. C'est quand on est capable de regarder en face
ce qui s'est passé, que les autres aussi peuvent enfin... Donc ils sont dans cette logique, qui est une logique stalinienne, et chrétienne aussi, parce que Staline n'a jamais... c'était déjà le même imaginaire. Slansky, c'était Judas, hein. Le complot des blouses blanches, ça ressemble quand même un petit peu au puits empoisonné du Moyen. Franchement, ils sont pas très originaux, hein. Non, mais... et ça, je crois qu'il y a quand même un levier pour dire, mais enfin, de quoi il s'agit, quoi. Cher Armand Toussaint. Ce serait aussi dommage de ne pas dire un mot de ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisionisme, qui est au cœur de la question. On aurait peut-être pu commencer par là, et qui, à mes yeux, sous condition de clarification de la notion, bien sûr, est la forme contemporaine la plus évidente de l'antisémitisme. L'antisémitisme a pris toutes sortes de formes au cours des siècles et des siècles. La forme contemporaine, c'est l'antisionisme, à condition de faire la différence entre le sionisme et l'antisionisme comme des affaires juives, c'est-à-dire la question s'est posée à un moment, Herzl et d'autres, faut-il un État pour les Juifs? Et le débat est interne au judaïsme. Certains répondent oui, d'autres, en particulier les religieux, répondent non. Ils sont donc antisionistes. Bien sûr, enfin, ils sont contre le sionisme de manière même virulente, mais ça c'était avant la création de l'État. Bien sûr, là où il y a une extraordinaire supercherie, à la limite du tolérable, c'est quand on se réfère à l'existence évidente de cet antisionisme juif. Moi, j'ai longtemps travaillé sur un philosophe qui s'appelle Franz Rosenzweig, qui est un antisioniste, qui dit la vocation du peuple juif, c'est une habitation transhistorique du monde, et pour lui, le sionisme et l'assimilation, c'était les deux formes récusables d'oubli par le peuple juif de sa propre vocation. Donc, mais à partir du moment où on fait comme s'il y avait une continuité entre cet antisionisme d'un Rosenzweig ou d'un Hermann Cohen ou des juifs religieux et l'antisionisme de Soral ou de Dieudonné, il y a une confusion, une supercherie, enfin les mots me manquent. Hein. Ah oui, donc, quand je dis l'antisionisme est la forme contemporaine de l'antisémitisme, je parle évidemment de celui qui impute à Israël tous les péchés d'Israël, justement. Si bien sûr. Celui qui convoque des juifs pour nourrir l'antisémitisme, voilà. Et ce qui rajoute de l'indécence à l'indécence. Bien sûr, voilà. Et celui de Paul. Oui. Il y a une phrase de James Baldwin que j'aime beaucoup qui dit que... je ne sais pas si je l'ai mis dans... Enfin, voilà, se dire innocent, une fois que l'innocence est morte, c'est se transformer en assassin, évidemment. C'est... L'antisionisme avant la Shoah et après n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est pas des antisionistes, les bundistes, c'est des gens qui envisagent d'autres solutions. Ça n'a rien à voir, c'est un même mot pour deux choses. Cette question-là qui se pose à gauche, que j'ai évoquée de manière grossière au début dans des termes la gauche, les juifs, est-ce qu'il y a un malaise ou un abandon? On ne se l'est jamais posé avec la droite. Et pourquoi? D'abord, on l'a quand même dit depuis le départ, la question de la lutte contre l'antisémitisme ou la lutte contre les oppressions, c'est plutôt à gauche que ça a été pensé et porté, de toute façon. Le deuxième élément, c'est que, notamment, parce qu'il faudrait refaire quasiment une émission sur l'antisémitisme et la droite, dans ce cas-là, bon. Oui, ce sera la prochaine émission. Ce sera la prochaine émission. Comment ? Il n'y a pas de symétrie entre. Non, je ne dis pas qu'il y a de symétrie, mais ça peut être un sujet. Ça peut être un sujet. Mais je pense que ce que l'on voit quand même dans la dernière période, ce que Brigitte Stora commence à évoquer, c'est que on peut voir que la question de l'antisémitisme peut aussi être instrumentalisée. La lutte contre l'antisémitisme a d'autres fins que la lutte contre l'antisémitisme. Et qu'on perçoit bien que chez toute une série de personnes qui aujourd'hui se présentent comme étant les plus grands défenseurs des Juifs, en fait, là, on est dans l'utilisation de la lutte contre l'antisémitisme comme un masque pour dire nous non plus, on n'aime pas les Arabes d'une certaine façon. Et donc, on ne peut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles. Et on voit bien à l'extrême droite, dans une partie de la droite, comment cette question de la lutte contre l'antisémitisme est utilisée, là aussi, dans une forme de perversité. Parce que quand on lutte contre l'antisémitisme ou quand on lutte contre le racisme, pour moi, en tout cas, qui suis un antiraciste, il y a une forme de cohérence. Si je suis contre le racisme, moi, il se trouve que j'ai des origines africaines, comme peut-être ça se voit,
je demande de ne pas être ciblé parce que je serai noir, parce que je n'ai aucune raison d'accepter d'être traité de façon différenciée, parce que je serai porteur d'origine d'Afrique subsaharienne, ce que je demande pour moi, je le demande pour les autres. En fait, je ne peux pas accepter qu'on se comporte envers les autres d'une façon dont je n'accepte pas que l'on se comporte envers moi. Et je prends souvent cet exemple sur la question de la lutte contre l'antisémitisme, puisque son nom a été évoqué pour Dieudonné. Dieudonné, il a basculé dans l'antisémitisme. Il n'a pas tenu, en tout cas il n'a pas idéologisé la haine des Noirs et des Arabes. En fait, je m'en fiche. À partir du moment où il est antisémite, c'est fini. En fait, je n'ai plus rien à voir avec lui. Et il peut dire tout le bien qu'il veut des Noirs, des Arabes, des Blancs, de tout ce qu'il veut. En fait, à partir du moment où il cible un groupe humain pour le plonger dans la tourmente, il ne peut plus être dans le même combat que le mien. Et donc ce serait aussi cette exigence éthique, même si c'est un mot que certains veulent récuser, mais c'est peut-être pas le fruit du hasard, cette exigence éthique, c'est peut-être aussi cette exigence-là qu'il faut collectivement retrouver, au-delà d'ailleurs simplement de la gauche, mais comme une éthique citoyenne. La droite française avait fait le lit de Vichy, de Pétain, donc d'une politique antisémite criminelle. Donc, militer, c'était de toute évidence militer à gauche, à l'extrême gauche, et je me souviens pas quand j'avais 20 ans, de camarades qui militaient au RPR ou je sais plus, il y avait une chanson de Jean Ferrat qui disait Jeune républicain indépendant. Voilà. Donc c'était impossible. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de symétrie. Ça ne veut pas dire que cette longue séquence qui va de 1917 au fond à la Shoah n'est pas en train de s'achever. Et finalement, si on a du mal à penser un certain nombre de transferts, de reconversions, c'est aussi parce que je pense qu'on sort de cette séquence et que les partages entre la gauche et la droite ne sont plus peut-être exactement ce qu'ils ont été ce qu'ils sont pour moi ou pour nous tous, probablement. En tout cas, la prochaine émission, puisque nous achevons la première émission de Ils en ont parlé, la prochaine sera sur la droite, puisque vous l'avez suggéré à de multiples reprises. Je voudrais vous remercier tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Vous pouvez retrouver les écrits, les livres, les références, et pour aller plus loin sur différents moments de l'histoire qui ont été abordés pendant ce débat-là sur le site d'Academ. Il y aura tous les accompagnements à la vidéo. Merci encore à vous et à très bientôt.